Bonsoir à tous. Serons-nous vraiment capables de nous passer de la voiture thermique à partir de 2035 ? C'est la question que nous allons nous poser ce soir dans Plus d'actu, avec deux législations qui doivent nous emmener vers la voiture électrique, l'une au niveau européen, l'autre au niveau bruxellois. Au niveau européen, c'est la vente de voitures neuves qui est visée. Au niveau bruxellois, c'est l'interdiction de circuler sur le territoire de la région. Alors, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'il faut renoncer à ces échéances qui vont arriver très vite ? On va en débattre avec nos deux invités. Voilà, et ces deux invités, ce sont Benoît Lutgen, député européen pour les engagés. Bonsoir. Vous êtes notamment intervenu dans ce débat publiquement pour demander à ce qu'on repousse ces échéances. Et puis Ingrid Parmentier, députée bruxelloise pour Écolo, où vous suivez toutes les questions de mobilité au Parlement régional. Alors la première législation, on l'a dit, c'est au niveau européen, c'est l'interdiction de vendre des voitures thermiques, décision qui s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union. Une exception arrachée ce week-end par le gouvernement allemand, qui devrait être confirmée théoriquement demain. On va continuer à tolérer les moteurs thermiques à condition que ce soit avec des carburants de synthèse qui devront être neutres en carbone. C'est une première victoire pour vous, Benoît Lutgen, ou pas ? C'est une première victoire par rapport à ce que je défends, c'est-à-dire d'avoir des possibilités autres que le 100% électrique, qui est une folie pure d'avoir fixé cette échéance sans avoir un plan qui permet d'atteindre effectivement l'objectif, qui est un désastre sur le plan environnemental si on prend l'ensemble du cycle environnemental d'un véhicule électrique, la fabrication de la batterie, les composants, on y reviendra certainement. Et donc, contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai pas simplement plaidé pour qu'on repousse, c'était surtout qu'on donne la possibilité en Europe d'avoir encore dans le domaine des véhicules thermiques l'innovation, la recherche, pour amener effectivement des alternatives et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si je puis m'exprimer ainsi. Ça veut dire que le tout électrique, c'est une erreur ? Alors, tout électrique est une erreur, c'est du dogme vert, de bonne conscience européenne, qui va créer plus de dépendance de l'Europe à l'égard notamment de la Chine. Mon modèle européen, ce n'est pas celui d'être plus dépendant de pays comme la Chine. On va passer des mains russes aux mains chinoises. Est-ce que malgré tout, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, on ne doit pas faire ce mouvement ? Alors, la lutte contre le réchauffement climatique, ça réclame d'avoir, et notamment d'étudier l'ensemble du véhicule électrique sur l'ensemble de sa fabrication, de sa production, de son utilisation. Si on regarde l'ensemble des éléments, il faut pouvoir parcourir 70 000 km avec un véhicule électrique pour qu'il devienne performant, si je puis dire, sur le plan des émissions de CO2, puisqu'il y a le calcul de départ de sa fabrication qui produit beaucoup de CO2. Et donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ceux qui roulent beaucoup, oui, effectivement, à partir de 70 000 km, d'après les calculs qui sont faits, ça devient positif au niveau du véhicule électrique. C'est quand même particulier. Ingrid Parmentier, il y a beaucoup de choses qui viennent déjà d'être dites dès l'entame du débat par Benoît Lutgen. D'abord, les moteurs les carburants synthétiques. Les associations environnementales n'y croient pas et elles estiment que c'est un plutôt négatif, ça ne va pas arranger les choses. Pourquoi ? Alors en fait, pour recadrer d'abord, nous on n'a jamais dit qu'il fallait remplacer toutes les voitures thermiques par des électriques. Il est clair que ça a plein d'impacts environnementaux, c'est très cher, quel que soit le type de voiture. Et donc notre priorité, c'est d'abord de permettre à ceux qui le souhaitent de se déplacer autrement qu'en voiture et de diminuer le nombre de voitures individuelles. Ça, c'est vraiment la priorité. Et aussi de réfléchir à la demande de transport. Donc évidemment, le télétravail va nous aider à réduire aussi la demande de transport, mais il y a aussi une réflexion à faire, particulièrement en Wallonie, sur l'aménagement du territoire, parce qu'à moyen et long terme, il faut aussi penser le territoire pour devoir se déplacer moins. Donc ça, je dirais, c'est d'abord le cadre général. Oui. À l'intérieur de ce cadre, on se dirige quand même très fortement vers la voiture électrique. Tout à fait. Et donc, ce que M. Lutgen a dit est vrai, à la fabrication de voitures électriques, c'est à peu près 2 fois plus de CO2 pour la produire que les voitures thermiques, mais elle se rattrape largement après sur l'utilisation. Et donc, quand il dit 70 000 km, vous êtes d'accord avec le chiffre, sans rentrer dans une querelle d'experts ? En fait, on calcule en général la durée de vie d'une voiture électrique sur 200 000 km. Il faut savoir qu'elle s'use beaucoup moins que les voitures thermiques. C'est beaucoup moins usant pour le moteur de fonctionner avec un moteur électrique qu'avec un moteur thermique. Et en fait, elles sont 5 fois plus efficaces à l'utilisation. Et donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, si vous achetez une voiture électrique en 2022 ou une voiture thermique, votre voiture électrique, elle sera 3 fois plus efficace en termes de production, de diminution de CO2. Vous n'êtes déjà pas d'accord sur le constat de l'intérêt de l'électricité. Sur les carburants synthétiques, les associations environnementales sont plutôt contre ces carburants synthétiques. Est-ce que c'est le cas d'Écolo aussi ou pas ? Alors, je peux vous dire ce que moi j'ai trouvé en me renseignant sur le sujet. Donc, en fait, ces carburants synthétiques, il s'agit d'utiliser de l'électricité
pour produire de l'hydrogène et puis encore de l'énergie, et on l'espère électrique et verte, pour en faire un carburant qui est utilisable dans un moteur thermique. Il faut savoir que d'un point de vue thermodynamique, c'est absolument pas efficace. Donc en fait, vous avez besoin, si vous prenez une unité 100 d'électricité, que vous utilisez l'électricité directement dans un moteur électrique, vous allez en fait utiliser 70 sur les 100 de départ. Un e-fuel avec les étapes intermédiaires, vous n'avez plus que 13 à 16 unités par rapport au 100 de départ. Donc ça nécessite aussi énormément d'électricité qui devrait en plus être verte pour que ce soit efficace du point de vue du CO2. Or, on ne sait déjà pas comment répondre, et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, à avoir suffisamment d'électricité verte pour tout ce qui va s'électrifier d'ici 2035. Et donc les e-fuels n'apportent absolument pas une solution, et de plus ils sont polluants. Donc quand on les utilise, ça produit des polluants, notamment de NOx, qui sont un gros problème dans les villes européennes. Le NOx, c'est le soufre. C'est l'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote. Benoît Lugène, juste sur les carburants synthétiques, il faut pousser ces carburants. Je vous ai posé cette question parce que quand on regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on a Joe Biden qui s'engage quand même fortement vers l'électrification du parc automobile, qui promet des réductions d'impôts pour ceux qui achèteront des voitures électriques, si elles sont assemblées aux États-Unis. On n'est pas en train de rater ce virage-là, nous, dans l'Union européenne, si on ne maintient pas nos échéances de 2030 et de 2035 ? À nouveau, je ne vous dis pas que je suis contre le véhicule électrique. Je suis contre le tout électrique dans une échéance de 2035. Donc c'est une question de calendrier. Donc, voilà. Notamment. Et c'est de dire aussi qu'on met tous nos œufs dans le même panier. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que 100% de véhicules électriques, ça veut dire que toutes les autres possibilités qui existent aujourd'hui, qui permettent d'avoir des alternatives dans l'innovation et dans la recherche pour que l'Europe soit leader dans ces secteurs-là. C'est quoi, c'est la voiture aujourd'hui, notamment, mais aujourd'hui, l'Europe n'est pas leader en matière de batterie pour les véhicules électriques, ni en matière de véhicules électriques. Les conséquences de la décision qui sont prises, ça me fait franchement penser à 2003. Où la Belgique dit « Ok, on arrête le nucléaire, dans 20 ans, ça sera terminé ». Mais on ne sait pas comment on va faire, et on se retrouve 20 ans plus tard, avec les mêmes Verts qui se sont battus pour la décision d'arrêter effectivement le nucléaire, devant prolonger le même nucléaire, dans des conditions de sécurité, dans des conditions absolument détestables. Tout le monde était d'accord en 2003 pour arrêter le nucléaire. Non, pas ma formation politique, pas monsieur. Pas le CDH à l'époque. Non, je suis désolé, mais comme vous dites tout le monde, c'est quand même pas tout à fait tout le monde. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en tout cas, l'avaient souhaité. Tous ceux qui étaient au pouvoir, effectivement, en 2003, c'est-à-dire PS, MR et Écolo, ont défendu effectivement la fin du nucléaire dans les 20 ans qui suivaient, mais il n'y a aucun plan qui a été mis en œuvre pour y parvenir. Et donc, oui, on peut prendre des décisions qui sont des décisions dogmatiques si on n'a pas un plan sérieux, solide, et qu'on ne regarde pas l'ensemble des éléments sur le plan du développement durable, à la fois bien sûr l'impact au niveau du climat, l'impact au niveau de l'environnement, de la biodiversité, l'impact au niveau économique et de l'emploi, et l'impact au niveau social pour les habitants. Si je prends ces trois éléments-là, le 100% véhicule électrique, c'est un désastre écologique, et d'ailleurs c'était reconnu il y a quelques instants. Allez voir au Chili, notamment les mines de lithium, comment, quand on parle d'utilisation de l'eau de façon complètement inconsidérée, c'est un bel exemple. L'impact que cela a pour les paysans sur place, le cobalt en République du Congo, si je prends deux exemples. Et surtout, on crée notre dépendance beaucoup plus forte à l'égard de la Chine par ces décisions qui sont des décisions pour moi dogmatiques. Ouais. On ne serait pas capable de créer notre propre filière de production de batteries, par exemple, puisqu'on parle de la Chine, Ingrid Parmentier ? Alors moi, j'ai tout à fait la réflexion inverse, parce que l'industrie, en général, ce qu'elle veut, c'est de la certitude et des objectifs clairs. Et c'est ça que l'Europe veut donner, c'est-à-dire de dire clairement au monde industriel, en 2035, c'est fini, donc allez-y, investissez. Et c'est ce qu'ils font, ils n'ont même pas attendu cette décision. Donc Volkswagen a investi, le groupe Volkswagen a investi près de 120 milliards. J'ai vérifié 3 fois pour être sûr du chiffre, dans les 5 ans, pour décarboner toute son industrie. Ils n'ont pas attendu cette décision, ils le font déjà. Maintenant, il est vrai, ce que vous dites, c'est qu'il y a un problème de concurrence avec la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les industriels européens, ils ont investi dans l'électrique haut de gamme.
Ils ont investi dans des grosses bagnoles, dans des SUV, etc., qui sont en fait inabordables pour l'Européen moyen ou le Belge moyen. Ils sont beaucoup trop chers. Si vous êtes allé au salon de l'auto, moi, ça m'a effaré les prix des voitures électriques. Par contre, la Chine, elle a développé des véhicules qui sont plus petits et moins chers. Et donc, il y a un retard, effectivement. Mais ce n'est pas en repoussant l'échéance qu'on va résorber ce retard. Au contraire, il vaut mieux une échéance bien fixe qui va motiver les industriels européens à investir dans des petits modèles. Et c'est ce qu'ils vont faire. À nouveau, j'ai jamais dit que je voulais repousser l'échéance. Pour 2026, Volkswagen prévoit une voiture électrique à 20 000 €. Et donc, ils veulent se donner un peu de temps en se disant « Oula, les Chinois, ils sont déjà là avec leur voiture bon marché, et nous pas ». Et c'est ça, il y a un peu de panique de ce côté-là. Alors, c'est un peu plus que ça, puisque au-delà de la fabrication des batteries, qui est le monopole quasi de la Chine aujourd'hui, le recyclage, il est également quasiment détenu par la Chine, puisque 70% des batteries recyclées sont recyclées en Chine dans des conditions qui sont quand même très particulières sur le plan des normes environnementales. Mais ça, bon, on se bouche les oreilles et on se bouche le nez pour ne pas trop le voir. Le pétrole et les biocarburants, c'est pas terrible non plus actuellement. On ferme les yeux également. Donc il ne faut pas reproduire les erreurs du passé. Madame, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on ne peut pas dire que la situation actuelle soit super bien. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de défendre le pétrole contre les véhicules électriques. Pas du tout en train de vous dire ça. Je dis simplement que je pense qu'il est quand même intéressant de se dire qu'on laisse 10% de possibilités pour l'innovation, pour la recherche, pour que l'Europe soit leader. Nous ne le sommes pas et on n'a pas du tout prévu, effectivement, dans le plan, on peut très bien dire demain, pourquoi pas 2030, disons tous les véhicules électriques en 2030, pourquoi 2035 ? Alors qu'il n'y a aucun plan quelque part qui permet d'atteindre l'indépendance, l'autonomie européenne en la matière, que le bilan environnemental, il n'est pas bon. Il n'est pas bon et que sur le plan social, vous créez énormément d'inquiétudes dans la population qui n'aura pas la possibilité, effectivement, je ne parle même pas des bornes, du rechargement, etc. Tous ces éléments-là qui créent de l'inquiétude dans la population et c'est inaccessible pour toute une partie de la population. Ce n'est pas rien. Alors quand on dit que oui, il faut des alternatives à la voiture, tout le monde est d'accord avec cela. Mais donc ce que vous demandez, mais après, il faut que les investissements suivent. Ce que vous demandez, Mme Hudgen, pour qu'on soit bien clair, c'est qu'on garde 10% du parc automobile qui continuerait avec des moteurs thermiques. Et que finalement, quoi, c'est un glissement plus en douceur, c'est ça l'idée ? Non, c'est de laisser un espace pour l'innovation et la recherche dans d'autres éléments que dans la production électrique uniquement. C'est ça uniquement. C'est pour dire OK aux chercheurs, à l'ensemble des éléments. Mais pour l'instant, c'était... Je suis gros filet. Quand vous aviez il y a 20 ans ou il y a 30 ans, vous aviez un véhicule qui consommait combien aux 100 km ? 8, 9, 10. Aujourd'hui 6, 7. Ouais, voilà. Plutôt que, ou même 5, 5, 6. Donc l'innovation, elle a permis effectivement de réduire la consommation. Il y a des recherches, des programmes de recherche qui étaient en cours, notamment pour essayer d'atteindre 2 litres au 100, voire moins de 2 litres au 100. Pour l'instant, on n'y est pas. Tout ça, on est en train de dire, OK, arrêtez. On n'a plus besoin de chercher. Mais donc ça veut dire qu'on ne doit pas se passer... Et on met toutes nos... Ça veut dire qu'on ne doit pas se passer des énergies fossiles à terme ? Alors, il y a une partie des énergies fossiles, ça dépend comment elles sont utilisées, ces énergies fossiles. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous ferez le plein de votre véhicule électrique, l'électricité en tant que telle, si vous êtes polonais ou si vous êtes suivant les pays ou allemands, vous rechargez en fait votre véhicule avec quoi ? Avec de l'électricité qui est produite comment ? Par des centrales à charbon, notamment en Pologne. Vous m'expliquerez ce qu'on aura gagné au total, puisque vous allez recharger votre véhicule électrique à base d'électricité produite à partir du charbon, que ce soit au niveau des particules fines ou le reste. Oui, donc effectivement, le bilan carbone de la voiture électrique, il dépend évidemment fortement de comment l'électricité avec laquelle on l'alimente est produite. Mais aujourd'hui, même dans le pire des cas, donc une batterie fabriquée en Chine, et de l'électricité qui vient de charbon, l'électricité polonaise, même dans ce cas-là, le véhicule électrique, si on regarde l'ensemble de sa vie, reste 30% moins polluant en CO2 que les autres. Et les e-fuels, je suis d'accord qu'on laisse l'ouverture à la technologie et à l'innovation, mais en fait, toutes les modélisations montrent qu'en fait, même si on investissait là-dedans, on arriverait à peine à fournir 2% des véhicules en e-fuel. On n'est nulle part. Et aujourd'hui, ils sont tellement pas efficaces par rapport à l'électrique que ce n'est pas un secteur qui est vu comme un secteur d'avenir. Alors, je vous propose qu'on avance dans le débat. On a beaucoup parlé de ce qui s'est décidé au niveau européen et qui doit encore être confirmé. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu des réglementations bruxelloises qui sont à l'image de ce que beaucoup de grandes villes ont décidé, Londres, Amsterdam, Paris, l'interdiction des moteurs diesel et essence respectivement en 2030 et 2035. C'était une décision qui figurait dans l'accord du gouvernement. Je vous propose,
d'aller voir dans nos archives, les archives de BX1. On va voir comment le gouvernement bruxellois en parlait en 2021. C'était le 25 juin 2021, c'est un reportage de Michel Gaillard. À quoi ressemblera le parc automobile dans 15 ans? Le gouvernement bruxellois le veut sans carburant. En gros, le diesel sera banni en 2030 et l'essence en 2035. Il ne s'agit pas ici de surprendre nos concitoyens et puis, comme cela a été dit, de faire en sorte que tous les Bruxellois puissent, aller dans ce chemin et qu'il n'y ait pas, comme on dit toujours, des personnes qui soient laissées sous le bord de la route. L'interdiction sera graduelle selon que votre voiture ou votre deux roues soit qualifiée d'Euro 3, 4, 5 ou 6. Les véhicules hybrides ne seront pas épargnés par l'interdiction. Si des aides sont prévues pour les professionnels, il n'y aura pas non plus d'exception. La LES fonctionne bien, pas uniquement à Bruxelles d'ailleurs, à Anvers et d'autres villes partout dans le monde et surtout en Europe. Et donc il faut approfondir cette LES parce que c'est bien pour la santé des Bruxellois, c'est bien pour le climat. Et à terme, c'est aussi une transformation économique par des choix écologiques. On constate aussi que le prix, par exemple, des voitures électriques commence finalement un peu à baisser parce que l'achat est souvent très cher. Il y a aussi des alternatives qu'on peut stimuler. Par exemple, pour déplacer les enfants ou pour faire ses courses, il y a pas mal de gens qui commencent à utiliser des vélos cargo. L'idée est assumée, encourager les Bruxellois à renoncer autant que possible à la voiture. On veut faire en sorte que les Bruxellois, les visiteurs deviennent tous très multimodaux. Tout d'abord, le transport en commun. On est très fiers de la STIP et on continue à investir dans la STIP. Augmenter la fréquence, créer une nouvelle ligne de bus, de tram, de métro, augmenter le nombre de véhicules et faire en sorte qu'ils sont beaucoup plus confortables. Cela demandera beaucoup d'adaptation et de dépenses. 22 000 bornes de recharge électrique publique seront placées d'ici 2035. La prime bruxellaire sera revue à la hausse, de même que le budget de la STIP qui commandera ses prochains bus en 2024. Voilà, reportage réalisé en 2021. C'est pour ça qu'à cette époque-là, tout le monde portait le masque. Benoît Hudgen, est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur l'objectif tel qu'il vient d'être présenté dans ce reportage qui date d'il y a plus de 2 ans? Je me permettrai d'abord de sourire, puisque quand j'entends la ministre de l'époque, Groen, qui dit qu'on voit bien que le prix des véhicules électriques est en train de baisser, c'était il y a 2 ans. C'est pas vraiment ce qu'on a constaté, hein, juste pour information. Donc, mais sur l'objectif, moins de voitures et la fin du thermique à tout le monde est d'accord avec ça, M. Grosfilet, qui ne va pas dire on n'est pas d'accord avec un objectif de moins de véhicules. Mais si vous n'avez pas d'alternative pour les citoyens, que ce soit au cœur de Bruxelles, avec effectivement des transports en commun rapides, à l'heure, propres, confortables, sécurisés, ça ne peut pas fonctionner. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur de Bruxelles, chaque jour, j'en fais partie avec des dizaines et de milliers de personnes qui rentrent dans Bruxelles, si elles-mêmes se trouvent en situation d'impossibilité ou quasiment d'impossibilité d'avoir une alternative à la voiture, vous mettez les gens dans des situations qui sont des situations impossibles. Ouais. Prenez un exemple très concret. Madame parlait tout à l'heure qu'il faut investir effectivement, je suis 1000 fois d'accord avec ça, dans le rail. Je demande simplement dans ma région, l'Ardenne profonde, désolé, qu'on ait une ligne de chemin de fer. Quoi. Je suis la seule ville à ne pas avoir accès au rail. Votre ville. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que c'est des dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui sont obligées de prendre effectivement leur voiture parce qu'il n'y a pas d'investissement. Est-ce que vous reconnaissez malgré tout, Benoît Hudgen, aux Bruxellois la liberté, la responsabilité de décider de ce qui peut rouler sur leur territoire, de ce qui se passe sur leur route et dans l'air qu'ils respirent? Je pense que ça doit faire partir normalement d'une discussion beaucoup plus large. En son temps, lors de la réforme de l'État, en 2011, Joël Milquet avait demandé effectivement qu'on ait une concertation beaucoup plus forte, ça ne s'est jamais mis en œuvre, donc ça veut dire... entre les différents acteurs pour parler de mobilité, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions seul dans son coin, ces décisions ont des conséquences pour beaucoup de personnes qui sont pas dans la région. Mais donc ça veut dire, Benoît Hudgen, qu'arrêter le diesel en 2030 à Bruxelles, 2035, l'interdiction de rouler sur le territoire bruxellois avec une voiture à essence, ça va aussi trop vite, ça? Alors, si effectivement il n'y a pas les alternatives, aujourd'hui, il y a combien? Je vais prendre un exemple très, très clair. On annonce 22 000 bornes en 2035. Dans le reportage qu'on vient d'entendre. Il y a combien de bornes de rechargement aujourd'hui qui sont installées? On va y revenir dans un instant. Mais donc ça veut dire que ces échéances-là, 500. Ces échéances-là, les Bruxellois doivent penser à les repousser aussi? Elles doivent être adaptées à la réalité des possibilités pour les personnes. On ne peut pas mettre les gens tout simplement dans l'impossibilité d'eux, que ce soit les Bruxellois eux-mêmes ou que ce soit ceux qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, quels ont été les investissements massifs au niveau de la SNCB, au niveau de la STIP, au niveau de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'alternative en tant que telle. Vous ne pouvez pas envoyer les gens dans le mur comme ça en disant c'est pas grave. Il y aura un peu de casse sociale, il y aura moins d'emplois, il y aura moins de trucs, mais par contre, on respirera mieux. Ça me paraît pas sérieux. Je vous propose de voir une autre archive. Elle est beaucoup plus récente. Celle-là, c'est justement la problématique des bornes, avec 22 000 bornes qui sont annoncées
à l'échéance par le gouvernement bruxellois. Il y a deux types de bornes. Il y a les superchargeurs qui permettent de charger sa voiture en 30 minutes, et puis il y a d'autres bornes qui nécessitent plusieurs heures de branchement. On va écouter ce que en disait Olivier Duquesne. Il est journaliste au Moniteur automobile et était venu sur ce plateau, c'était le 7 février. En ville, les superchargeurs, c'est très compliqué parce que le réseau électrique n'est pas prévu pour ça. En ville, ce seront des bornes 11 kW, 22 kW, parfois même moins, parce qu'on a encore beaucoup de rues qui sont sur du monophasé 230 volts et on ne sait pas mettre des bornes très rapides. Si on doit remplacer toutes les voitures par des voitures électriques en 2035, ça va faire 500 000 de voitures qui seront électriques avec 22 000 bornes. Même si des gens ont des bornes chez eux, ça va être compliqué. On ne peut pas demander au voisinage de dire le lundi ce sera Pauline, le mardi ce sera Robert, le mercredi ce sera Kevin, ça ne va pas fonctionner. Les gens veulent brancher leur voiture le soir ou une fois de temps en temps. En tout cas, ils ne vont pas laisser leur voiture avec 50 km d'autonomie en espérant qu'ils auront la prise le lendemain. Ça ne fonctionnera pas. Alors, je me tourne vers Ingrid Parmentier. Cette fois-ci, vous entendez ce que dit un journaliste automobile, ça ne marchera pas. Il est pessimiste. Est-ce qu'on n'est pas déjà aussi un petit peu en retard en région bruxelloise? Alors justement pas, parce qu'encore une fois, c'est un peu comme pour l'industrie. Moi, je pense que les gens, ils ont besoin de savoir vers quoi on va, avec des échelles de temps qui sont bien claires et des seuils qui sont bien clairs. Et les politiques aussi, parce qu'il faut effectivement mettre en place en fonction de ces jalons et pas changer d'idée, reporter les échéances à chaque fois. Ça ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut savoir qu'à Bruxelles, l'année passée, pour la première fois, on a tout juste respecté les normes européennes pour la qualité de l'air. Avant ça, on était sous menace d'astreinte, parce que la pollution de l'air était trop importante. Je permets de faire une parenthèse sur les e-fuels. Les e-fuels ne résolvent absolument pas cette question de pollution de l'air. Ils produisent des NOx. Sur les bornes, est-ce qu'on n'est pas un petit peu sous-dimensionné? Est-ce que ça ne démarre pas un petit peu lentement? Je vous invite à aller sur le site electrify.bruxelles, ce qui vous permet de voir où on en est aujourd'hui. Et en fait, il faut voir ça de nouveau comme un paquet global. Donc il ne faut pas réfléchir à toutes les voitures qui rentrent dans Bruxelles aujourd'hui qui sont thermiques, il va falloir les remplacer par des électriques, donc il nous faut autant de bornes. Ce n'est pas vers ça qu'on va. On a une région où les transports en commun sont bien développés, où on essaie de développer aussi le vélo, la marche, et donc on met ça dans un package global qui vise aussi une réduction de l'utilisation de la voiture. Alors mais vous allez Benoît dire, ça c'est bien, qui vient du Luxembourg, voilà, c'est bien pour les urbains, c'est plus compliqué pour les ruraux, c'est évident. Et donc l'idée ici, c'est, je vous soutiens tout à fait dans vos demandes de développer le rail, ça doit être la colonne vertébrale pour toute la Belgique, et il ne faut pas que quelqu'un qui habite à la campagne prenne sa voiture de la campagne et venir jusqu'à Bruxelles avec. Il faut qu'il puisse se rabattre sur une gare et venir à Bruxelles en train. Ça, c'est l'idéal et ce ne sera pas possible pour tout le monde. Donnez un coup de téléphone à monsieur Gilles Quinet de ma part. Mais monsieur Gilles Quinet, il a hérité d'une NCB en très mauvais état. Je vous donne un exemple très concret. Mais je vous soutiens dans votre demande d'ouverture d'une gare à Bastogne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous donne un exemple très concret. Il y a une ligne effectivement entre Bastogne et Libreville. Désolé de parler de ça pendant 15 secondes. On veut y installer le Ravel et le ministre, effectivement, Henri, refuse d'installer le Ravel pour qu'on puisse encore demain espérer avoir un train. Donc on est dans l'absurdité absolue. Ce que je veux simplement dire par rapport à ce que vous dites, l'échéance en tant que telle, ce serait un monde formidable ce que vous décrivez. Il suffit de dire à l'industrie, dans 10 ans vous devez faire comme ça, débrouillez-vous, voilà l'objectif. On a connu ça dans le passé. Vous avez connu un échec cuisant, retentissant, avec un impact terrible pour les citoyens qui s'appelle le nucléaire. Pourquoi? Et on Parce recommence la même chose. Est-ce que cette leçon-là n'a pas été suffisante pour vous? Est-ce qu'elle n'a pas été suffisante pour vous de se dire ça fonctionne pas comme ça, quoi? Désolé, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Vous l'avez vu en 2023, vous avez dû vous-même. En fait, le problème, c'est justement ça, c'est qu'on met des échéances et on les déplace et on se dit ce sera pour plus tard et on n'a qu'à foncer dans le mur et quand on sera devant le mur, on verra, on déplacera l'échéance. Ici, on ne veut justement pas faire ça. À la fois avec la LES et à la décision européenne, l'échéance, elle est fixée pour que tout le monde, autant l'industrie que les citoyens et que les États et les régions, puissent s'adapter et prendre les mesures nécessaires. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas en disant tout va très bien, faisons comme avant, vous inquiétez pas, tout ira très bien comme ça, sans changer nos habitudes. Ce ne sera pas le cas. Il faut vraiment maintenant investir. Et on ne vous mettra pas d'accord. Et ça créera de l'emploi. Voilà, c'était Ingrid Parmentier pour Écolo et Benoît Ludgen pour les engager. Demain, on reviendra sur la Covid-19 et sur ce qu'il nous reste de ce virus, des mesures de précaution qu'on doit éventuellement toujours recommander, de la situation dans les hôpitaux. On en discutera avec Michel Goldman, professeur d'immunologie, et Philippe Leroy, qui est le patron du CHU Saint-Pierre. Puis demain matin, on recevra notamment Clémentine Barzin du MR et Jean Spinette, le bourgmestre socialiste de Saint-Gilles, dans Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.